Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à distance à la conférence intitulée Économie versus écologie, un thème particulièrement d'actualité à l'heure où tout le monde s'interroge sur les moyens de sortir de la crise économique et sociale que nous traversons et allons traverser, tout en tenant le nécessaire verdissement de notre économie. Nous avons la chance d'avoir à l'écran deux économistes et deux politiques, ce qui nous permettra de confronter à la fois les points de vue théoriques et la mise en application pratique de la marche de l'économie. Je présente rapidement les participants. Kathleen Schubert, vous pouvez peut-être lever la main. Vous êtes ingénieur, docteur en sciences économiques et agrégé d'économie. Vous enseignez notamment l'économie de l'environnement à l'Université de Paris 1 et l'École d'économie de Paris. Vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat, rattaché au Premier ministre. Au Haut Conseil pour le climat, vous côtoyez le deuxième intervenant économiste de la conférence, avec lequel vous n'êtes pas d'accord sur tout, ce qui ne veut pas dire que vous êtes d'accord sur rien, on va le voir, Alain Grandjean. Alain Grandjean, vous êtes aussi ingénieur. Outre le Haut Conseil pour le climat, vous êtes président de la Fondation Nicolas Hulot et associé fondateur de Carbone 4, une société de conseil auprès des entreprises spécialisées dans les questions climatiques. Emeline Baume, vous êtes la régionale de l'ETAP, si j'ose dire. Vous avez travaillé à des questions d'éducation populaire, travaillé dans une SCOP, et vous avez été conseiller municipal, vous êtes conseillère municipale écologique à Lyon depuis 2008, et depuis les municipales de juin dernier, vous êtes première vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de la commande publique. Ça fait une lourde charge. Face à vous, si j'ose dire, Jean-François Debat, vous êtes énarque et conseiller d'État. Vous avez travaillé en cabinet sous le gouvernement Jospin, tout en militant au Parti socialiste à Bourg-en-Bresse, dont vous êtes le maire depuis 2009. Vous êtes aussi chef de l'opposition socialiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous avez été vice-président aux finances de 2002 à 2014. Je cède la parole à Cyril Krechmar, l'initiateur de la conférence. Vous êtes conseiller municipal écologiste de Francheville, après avoir été conseiller régional. Vous êtes consultant senior chez Oxalis, une coopérative d'entrepreneurs salariés. Et donc, vous allez nous présenter le cadre de la conférence et notamment la question du sens du mot versus dans le titre, écologie versus économie. S'agit-il d'une opposition, comme on l'entend au sens anglo-saxon, par exemple le film Kramer contre Kramer, Kramer versus Kramer, ou une mise en direction, comme l'indique le sens latin, une économie dans l'axe de l'écologie. Merci Vincent, on fait un peu d'étymologie pour démarrer. Et puis je me permets de vous présenter, puisque vous ne l'avez pas fait, vous êtes Vincent de Féligonde, vous êtes chef du service économie et sociale du journal La Croix, et nous vous remercions beaucoup pour cette animation de ce débat. Effectivement, donc est-ce que l'économie s'oppose à l'écologie, ou est-ce que l'économie se met au service de l'écologie, ou est-ce que l'écologie doit se soumettre à l'économie? Donc c'est le sujet qui nous anime ce matin. Donc, je suis très heureux qu'on se retrouve donc, à la fois dans une reconstitution de ligue dissoute entre Emeline, Jean-François et moi, puisque nous avions œuvré ensemble à la région, dans des positions différentes, et puis Kathleen et Alain qui vont nous aider à tricoter donc, sur un débat qui n'est jamais simple, qui est celui des économistes face aux politiques. J'entendais donc Esther Duflo hier dire que les économistes étaient considérés comme crédibles à 30% de l'opinion publique, alors que les météorologues l'étaient à 50%. Je n'ai pas de statistiques donc complémentaires par rapport aux acteurs politiques, mais je crois que la crédibilité des acteurs politiques est encore plus faible que celle des économistes. Donc on va tenter malgré tout de montrer que économistes et acteurs politiques sont en capacité de construire une réflexion à la fois contradictoire et partagée et coopérative. Donc l'opposition est forte dans les esprits entre économie et écologie, en tout cas dans le sens courant. On considère que l'économie est très centrée sur la recherche de profit à court terme, et donc sur la consommation de ressources donc, permettant de dégager de la valeur ajoutée, alors que par ailleurs l'écologie elle-même s'intéresse principalement à la préservation des ressources, et donc serait donc quelque part l'antidote ou le contrepoint de l'économie en tant que telle. Donc c'est cette question donc, que nous allons chercher à éclairer ensemble.
J'entendais par exemple donc, hier, là aussi, donc, dans Le Monde, un projet donc, qui est la création des grands sites Amazon sur, donc, en Normandie, sur Petite Couronne, avec une opposition très forte entre les écologistes d'un côté et les socialistes de l'autre, les uns considérant que donc, la mise en place d'un projet donc, comme Amazon est particulièrement nuisible à la fois au petit commerce, mais aussi à l'environnement, alors que par ailleurs, donc, certains autres, notamment le maire de Petite Couronne, considèrent que c'est un bienfait qui permet de créer de l'emploi. Donc, est-ce que donc, l'économie donc, crée de l'emploi et l'écologie en détruit? Donc, est-ce que effectivement ces deux perceptions de l'action publique s'opposent ou se complètent? Entre donc, Jacques Chirac qui disait donc, il y a bien longtemps maintenant, la maison brûle et nous regardons dehors, et Nicolas Sarkozy qui disait donc l'environnement ça suffit. Est-ce que effectivement les acteurs politiques sont en capacité de construire donc une vision cohérente, coordonnée des deux dimensions du développement donc, économique d'un côté, la préservation des ressources de l'autre? Cette question donc, est une question qui n'est pas que théorique. Elle nous occupe aussi beaucoup, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la préparation de futures échéances électorales, où il faut bien dire que les écologistes sont parfois un peu naïfs dans leur perception de l'économie et les socialistes un peu optimistes quant à leur perception de l'écologie, donc soumise à l'économie. Donc, si nous n'avons pas capacité ensemble, entre écologistes et socialistes, à trouver donc une mode d'interpellation mutuelle qui permette une écologie économique ou une économie écologiste, nous aurons beaucoup de difficultés à construire une alternance crédible. Voilà pour introduire ce débat, donc à la fois sur la pensée économique qui permette de comprendre la place de l'écologie aujourd'hui dans la politique publique, et un projet politique qui soit, à minima, en tout cas c'est ce que je souhaite de mon côté, partagé. Merci. Vincent, il faut brancher votre micro. Je vais passer la parole à Alain Grandjean sur la façon dont vous voyez ce débat. Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord parler un tout petit peu de la profession des économistes et puis évoquer deux sujets un peu particuliers à la frontière entre l'économie et l'écologie. Donc, je vais essayer d'être très synthétique et donc forcément un peu caricaturage, mon excuse d'avance. La profession des économistes, elle est extrêmement divisée. Il y a beaucoup de disciplines au sein de l'économie. Là, je ne parle pas de l'économie réelle, je parle de l'économie académique. Il y a beaucoup de divisions, comme dans toutes les sciences, en fait. Et par ailleurs, il y a des divergences assez profondes entre certains d'entre eux. Donc, il y a des économistes comme Kathleen, évidemment, qui s'occupent très principalement d'économie de l'environnement, comme ça a été dit, mais il y a des économistes qu'on appelle mainstream ou ceux qui publient dans les grandes revues. Je ne dis pas que Kathleen ne le fait pas, hein, donc c'est un autre débat, mais il y a des économistes qui publient dans les 5 grandes revues internationales. Et il y a un économiste que tout le monde connaît à peu près bien, qui s'appelle Nicolas Stern, qui a essayé de voir si dans les 77 000 articles, c'est un article que lui a écrit en 2019, dans les 77 000 articles qui ont été produits dans les 5 revues mondiales les plus reconnues, combien d'articles étaient relatifs au climat. Et le chiffre est assez étonnant, c'est 57 sur 77 000 articles. Un des médias de sciences économiques les plus connus, c'est le Quaternary Journal of Economics. Et là, ce n'est pas quelques dizaines d'articles qui sont produits, c'est 0. Donc, et là, c'est 2019. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut bien avoir en tête que dans la profession des économistes qui sont susceptibles d'avoir le prix Nobel, on va dire ça comme ça, l'immense majorité des économistes ne s'intéressent pas aux questions écologiques et climatiques. Alors, j'ai dit en entrée que néanmoins, la profession des économistes est extrêmement diverse et variée. Et donc, il y a quelques économistes qui s'occupent d'environnement et de lier l'environnement à l'économie. Donc, évidemment, moi, j'en fais partie, Kathleen en fait partie. Mais dans cette faune-là, si j'ose parler de nous comme des animaux, on a un gars qui est très connu, qui s'appelle Wilhelm Nordhaus, qui est un des prix Nobel d'économie et un des 2 ou 3 seuls qui a travaillé sur les questions reliant le climat et l'économie. Alors, Nordhaus, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il nous dit, et c'est ça qu'il dit dans son discours Nobel, il nous dit que l'optimum,
économique serait un monde à 3,5 degrés Celsius à l'horizon 2005. Il fait un calcul coût-bénéfice. Évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, tout à fait insensé, si j'ose le dire ça de manière aussi claire, comme si cet économiste, qui est pourtant un des rares économistes à travailler sur la question climatique, ne comprenait pas ce que disaient les rapports du GIEC. Un monde à 3,5 degrés est un monde épouvantable, et c'est un monde où l'économie ne peut pas être optimale. Le même Nordhaus nous dit, d'ailleurs, je fais des calculs, et en 2100, si on est dans un monde à 4 degrés, on aura perdu 10% du PIB par rapport à ce qui se passerait si on était un monde à 2 degrés. Et d'ici 2100, le PIB, lui, il aura été multiplié par 6 ou 7 ou 8. Et donc, dire qu'à l'époque, on n'a que 10% de moins, ça veut dire qu'au lieu de multiplier par 6, 7 ou 8, il aura été multiplié par 5, 6 ou 7. Donc, on voit bien qu'il y a des travaux d'économistes théoriciens qui sont tout à fait hors sol. Et ça complique un peu la vie parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces gens-là, ces économistes-là, sont très écoutés. Ils ont l'oreille des princes parce qu'ils ont le prix Nobel et qu'ils sont importants. C'est pour ça que j'en parle, ce n'est pas une anecdote. Alors, évidemment, ce n'est pas parce que les grands économistes qui publient dans les revues les plus reconnues ne s'occupent pas d'environnement, et ce n'est pas parce que Nordhaus s'occupe d'environnement que les économistes ne s'occupent pas d'environnement. Il y en a plein, dont j'ai cité Kathleen. Il y a maintenant des revues qui naissent, qui se développent, d'économie écologique, et donc ceci avance. Néanmoins, j'ai un deuxième point, toujours sur la question de où en sont les économistes. J'observe quand même que dans les débats sur la politique économique, on a souvent un clivage entre les économistes hétérodoxes et les économistes orthodoxes. Donc, les fameux dont j'ai parlé au début, c'est les orthodoxes, mainstream. On pourrait croire que les hétérodoxes s'occupent beaucoup d'environnement et de climat. Ce n'est pas vrai du tout. L'immense majorité des débats au sein des hétérodoxes, que je connais très bien, sont des débats qui concernent des sujets importants, majeurs, d'inégalité sociale, de risques liés au choc et aux crises financières. Néanmoins, ils s'occupent eux aussi assez peu des questions d'environnement. Donc ce clivage-là n'est pas un clivage gauche-droite, c'est un clivage plus compliqué que ça. Ça, c'était ma première introduction, c'était pour dire la profession des économistes, parfois, ne nous aide pas. Et en tous les cas, alors la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ça bouge quand même beaucoup. Et je pense que les sujets liés au climat, les sujets liés à la biodiversité commencent à intéresser de plus en plus d'économistes, heureusement, voyez tant. Bon, mes deux points maintenant, c'est dans l'économie réelle, c'est plus dans l'économie des revues académiques. C'est un, concernant la croissance, je pense que là, il y a 90% des économistes croient que la croissance, c'est bon pour l'écologie, avec une idée qui est, donc je pense que là, on ne sera pas d'accord avec Kathleen, mais on va en discuter dans 2 minutes, avec l'idée que finalement, il y a des substitutions possibles en permanence, donc on peut substituer les ressources à d'autres sources. Si la croissance fait qu'on tire trop sur le pétrole, on va trouver du gaz, et puis s'il y a trop de gaz, s'il n'y a plus de gaz, on trouvera autre chose. Et ceci étant vrai pour l'ensemble des minéraux. Là, évidemment, moi qui suis économiste de formation, mais aussi très sensible aux questions écologiques, je ne crois pas à ça. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'il y ait une manière de jouer intelligemment la croissance des échanges, la croissance du bien-être et une forme de préservation des ressources. Je pense qu'il y a des compromis, mais en revanche, je pense que ce n'est pas du tout automatique et que si on ne fait pas très attention, la croissance peut nous conduire dans le mur. C'était quand même le sens des travaux du Club de Rome, qui ne sont pas reconnus en tant que tels comme très sérieux par les économistes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'économie dans ces travaux, mais sauf que c'est des travaux très, très importants. Ils abordent les questions physiques de manière extrêmement concrète. Mon dernier point, qui est aussi dans l'économie réelle, est un point sur lequel je pense que là, les écologistes ne sont pas du tout assez attentifs, si je peux me permettre. C'est que dans le pilotage budget, dette, déficit, qui est un des pilotages les plus importants de budget, dette, déficit, monnaie, qui est donc un des pilotages les plus importants de la macroéconomie, l'observation que j'en fais, c'est que les questions écologiques ne sont pas prises en considération, mais pas du tout. Les critères de Maastricht, vous ne verrez pas que ça évoque les questions écologiques ni de ressources, vous ne verrez pas de contraintes, vous ne verrez pas de calcul spécifique qui différencierait une dette verte d'une dette brune, vous ne verrez pas un déficit brun et un déficit vert, ça c'est clair que vous ne verrez pas. Et ce n'est pas pour rien que j'ai écrit avec Nicolas Dufresne un bouquin qui s'appelle « Une monnaie écologique », parce que moi je suis absolument convaincu qu'au contraire, on est dans le moment où il va falloir marier ces considérations de macroéconomie et ces considérations d'écologie.
on en est encore malheureusement assez loin. La chef économiste de Bercy, qui est bien connue, je pense, n'est pas très sensible à ces questions-là. La chef économiste de l'OCDE ne l'est pas non plus. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travaux pour que du côté des écologistes, ils s'intéressent vraiment à ces questions de pilotage macroéconomique et que du côté des macroéconomistes qui ont beaucoup d'influence et de pouvoir, ils s'intéressent à les questions écologiques. Voilà les quelques remarques que je voulais faire en introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kathleen ? Oui, donc je ne suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Alain sur le début, sur la profession des économistes. Je crois que c'est tout à fait exact. Dans les grandes revues, il y a extrêmement peu d'articles d'environnement ou de climat. Et quand on essaye de publier dans ces revues, on vous répond, ce n'est pas un sujet d'intérêt général, en fait. Publié dans une revue spécialisée. Donc évidemment, c'est totalement absurde. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, il faut voir que la profession des économistes reflète un peu la position de la société. Ce n'est pas une profession qui vit toute seule, hein. Elle reflète la position de la société. Et moi, il y a une anecdote que j'aime, pas une anecdote, mais une image que j'aime bien employer, qui est due à un économiste qui s'appelle Boulding, Kenneth Boulding, qui dit, voilà, l'économie à l'ancienne, c'est l'économie du cow-boy. Que fait le cow-boy? Il va vers l'ouest, donc il débarque à l'est, sur la côte est des États-Unis, il va vers l'ouest, et au passage, il coupe la forêt, il défriche, il tue les animaux, au passage quelques Indiens, il fait des villes, il fait de l'agriculture, et ça c'est bien. Alors il dit, ça c'est terminé, on ne peut plus se permettre de faire comme ça, maintenant il faut passer à l'économie du vaisseau spatial. Le vaisseau spatial Terre, c'est une économie fermée, une économie circulaire, où on fait attention aux ressources. On a compris que défricher la forêt et tuer les animaux, ce n'était pas la bonne idée. Et donc, la société est passée de la première posture, disons, go west, à la seconde posture. Doucement, mais elle est en train de passer. La profession des économistes va avec, je pense. Donc, je pense que c'est une évolution lente, mais assez inéluctable. Hein. Pendant très, très longtemps, on ne s'est pas rendu compte que les ressources naturelles, si on les épuisait, ça poserait d'énormes problèmes à l'humanité. Elles semblaient inépuisables, en fait, la nature. Le climat ne posait pas de problème non plus. Donc, la prise de conscience a été tardive. Donc, voilà, je pense que la profession des économistes va avec. Alors, ensuite, dans la profession des économistes et dans le public en général, je pense, vous avez des grandes différences sur là où on met le curseur, en fait. Entre, comme on dit maintenant, entre la fin du mois et la fin du monde. Et il y a tout un continuum. Il y a les économistes et aussi les gens qui s'intéressent au court terme, comment boucler la fin du mois, comment augmenter leur pouvoir d'achat et comment ne pas devenir chômeur, donc vraiment en question de court terme. Et puis, il y a des gens qui mettent davantage le curseur vers les questions de long terme, qui, si donc on fait n'importe quoi par rapport au climat ou aux ressources naturelles, évidemment qu'on va avoir des gros problèmes. Mais il y a quand même une partie de la société, une partie des économistes qui disent « Ok, mais le court terme, c'est quand même important aussi. » Il y a un support social, en fait, pour ça, hein, pour mettre en avant d'abord les questions de fin du mois. Donc, il y a un continuum, je pense. Ce n'est pas vraiment un clivage. Alors, est-ce que c'est un clivage gauche-droite? Je ne dirais pas vraiment. C'est plus une sensibilité et aussi une question de croyance sur la gravité finale des problèmes d'environnement. Parce que vous avez quand même pas mal de gens qui pensent que, OK, c'est des vraies questions, ces questions d'environnement, mais qu'on trouvera toujours une solution. Par exemple, une solution technologique. La technologie va nous sauver. Ce n'est pas la peine de faire des sacrifices tout de suite parce qu'on trouvera quelque chose pour remplacer les ressources naturelles, pour enlever les molécules de carbone de l'atmosphère et donc contrer le changement climatique. Et vous avez, aux États-Unis, c'est très puissant, hein, le fait que la technologie va nous permettre de sauver l'affaire, hein, et qu'il n'y a pas besoin de faire tant d'efforts que ça. Il suffit de faire de la recherche, finalement, et on va trouver quelque chose. Donc voilà, je pense vraiment que ce continuum est là où on met le curseur dans les préoccupations, c'est quelque chose de très central. Et finalement, personne n'a la réponse. C'est vrai que peut-être qu'on trouvera
une solution technologique magique pour retirer les molécules de carbone de l'atmosphère, peut-être. Mais c'est très incertain, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais, peut-être sur lequel je voulais insister. Alors, le deuxième point, c'est peut-être au sein des économistes, même au sein des économistes qui s'intéressent vraiment de près aux questions climatiques et environnementales, vous avez encore des clivages qui portent sur le poids qui portent sur la façon dont on considère les prix, en fait. Certains économistes, moi je fais partie de ces économistes-là, pensent que la bonne façon, pas seule, mais une des bonnes choses à faire pour lutter contre le changement climatique, c'est de mettre un prix au carbone. Parce qu'on met un prix à un bien qui est donc sans prix, jusque-là. Donc, étant sans prix, il est surconsommé. Et ça c'est très puissant dans la théorie économique. Hein, on sait ça depuis Pigou. Un bien qui n'a pas de prix, dont on voudrait diminuer la production, la consommation, il faut lui donner un prix pour que dans le système des prix relatifs, ce soit pris en compte. Ça. Et vous avez des économistes qui sont très sensibles à cet argument du prix, qui pensent qu'il est très puissant et que le prix, c'est très susceptible, en effet, de faire changer les comportements des gens vis-à-vis du carbone. Et puis, vous avez à l'autre extrême des gens qui n'aiment pas le prix parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas marchandiser la nature, qu'il ne faut pas mettre un prix à la nature. C'est encore plus réel, c'est encore plus vrai quand on parle de biodiversité que quand on parle de climat. Et moi, j'ai beaucoup d'étudiants comme ça. Hein, quand on parle de mettre un prix à la biodiversité, ils me disent « Mais non, la biodiversité, ça n'a pas de prix, c'est la nature, il faut la préserver à tout prix. » Vous voyez, et donc ça aussi, c'est un clivage très central, à mon avis. Et donc, les économistes qui ne croient pas dans la vertu du prix, disons, sont beaucoup plus incités, sont beaucoup plus enclins à vouloir faire de la politique économique en mode contrainte. Donc, on interdit, en fait. Et donc là, il y a un débat, à mon avis, très intéressant. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un prix au carbone ou interdire les voitures à essence dans les villes? Je n'ai pas la réponse. Hein. Je pense que là aussi, ça mérite vraiment de regarder de très très près selon les cas. Par exemple, on le voit très bien. Regardez la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce que c'est les mesures qu'ils ont produites? C'est des mesures qui sont, pour la plupart d'entre elles, des mesures contraignantes, des mesures de contrainte, d'interdiction. Très peu des mesures de prix. Donc voilà, ça c'était vraiment le deuxième. C'était deux façons de voir les choses différentes, et qui sont intéressantes toutes les deux. Hein. Bon, voilà. Donc ça mérite discussion. Et puis dernier point, si j'ai encore une minute, je ne sais pas, ou je peux m'arrêter comme vous voulez. Oui, allez-y. Une minute. Donc dernier point, souvent, là je vous dis les choses comme je les ressens, hein, ce n'est pas de la théorie ni rien, c'est vraiment plutôt du ressenti. Souvent, quand on discute avec des gens qui ne sont pas des économistes, on a l'impression qu'ils croient que c'est les économistes qui provoquent la cupidité ou l'avidité humaine. Voilà, c'est les économistes qui provoquent le fait que les gens ont envie de maximiser le profit. Et donc d'avoir maximiser leur intérêt, maximiser leur profit, etc. En fait, ce n'est pas les économistes qui provoquent ça. Les économistes, ils décrivent ce qu'ils observent de la société. Les économistes, ils pensent que c'est ça la nature humaine, en gros, qu'on a envie de maximiser son intérêt propre, son bien-être, son profit, etc. Et d'un autre côté, vous avez d'autres types de gens qui ont plus tendance à penser que non, les individus, c'est plus des êtres sociaux qui prennent en compte d'autres choses que leur profit individuel, etc., etc. Donc c'est une autre source de clivage hein, qui est intéressante également. Là aussi, c'est une question de curseur. C'est sûr que les gens sont mus, au moins en partie, par leur intérêt individuel. D'un autre côté, c'est sûr aussi que ce sont des êtres sociaux qui ne vivent pas indépendamment de leur culture, de leur société, de leurs liens sociaux, etc. Et donc, qu'est-ce qui va les motiver le plus? Comment les faire? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les faire changer de comportement vis-à-vis du climat, par exemple, ou des questions environnementales? Est-ce que c'est plus jouer sur leur intérêt personnel, comme le feraient les économistes? Est-ce que c'est plus les prendre comme des êtres sociaux et trouver d'autres leviers? Voilà, c'est aussi une question importante. Voilà, j'arrête là parce que j'ai dit beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alain Grandjean,
sur le signal prix peut-être, parce que c'est quand même un sujet très central, puisque comme l'a évoqué Kathleen, c'était le fait que la Convention climat n'a pas retenu la question de la taxe carbone dans ses conclusions, c'est quand même quelque chose d'assez important. Oui, je pense qu'il faut distinguer deux problèmes. C'est que la Convention citoyenne pour le climat, autant que j'ai compris, n'a pas voulu adresser la question de la taxe carbone pour ne pas se faire manipuler par la situation et par le pouvoir. Je ne sais pas, et là vraiment, j'ai pas d'informations, je ne sais pas si les membres individuellement pris, chacun séparément, de la Convention pour le climat, auraient un avis sur le niveau de fiscalité carbone qu'il faut mettre. Je ne sais pas. Alors, deuxièmement, par rapport à ce que dit Kathleen, je suis bien d'accord. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a un continuum de grilles entre des gens qui pensent que la taxe carbone suffit à elle seule pour transformer le monde, et puis ceux qui disent c'est politiquement infaisable, donc faisons autre chose, quoi. Alors moi, je fais partie des gens qui disent attention. Quand on essaie de chiffrer un peu ce dont il est question, par des économistes qui croient précisément à l'effet de la taxe carbone, dont je fais partie. J'ai soutenu la taxe carbone depuis un livre écrit en 2005. On s'aperçoit que le niveau de prix qu'il faudrait, si on avait que la taxe carbone, serait très élevé. La commission Kinet, dont on a fait partie, nous dit 250 € la tonne de CO2 en 2030 et pas loin de... Ça me paraît vraiment extrêmement pour le coup. Et c'est un peu trop facile de la part de ces économistes de refiler la patate chaude aux politiques. Nous, on vous donne les chiffres et allez-y. Donc, ça ne marche pas. Donc, une fois qu'on a pris en considération cette chose-là, ce fait-là, qui est que le niveau de prix qu'il faudrait est très... Je rappelle, aujourd'hui, on est à peu près 45 € la tonne de CO2, c'est ça qui émet apparemment... 44,6. Oui, c'est ça, donc à peu près 45, merci Kathleen d'être précis. C'est une augmentation de 2 € la tonne de CO2 qui a mis le feu aux poudres. Donc c'est tout petit, puisque c'était ça le rythme de croissance annuelle. 2 centimes le litre, 10 € la tonne de CO2, 2 centimes le litre, c'était ça l'incrément de l'année. Donc je termine, pour ne pas être trop bavard. Évidemment que du coup, on se dit, faisons un policy mix un tout petit peu complet. Essayons de ne pas laisser tomber le prix carbone, que ce soit sous forme de quotas ou de prix, ça c'est un autre débat. Ensuite, essayons de voir si on n'arrive pas au niveau qu'il faudrait en théorie, essayons de compléter par des instruments. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut compléter. Et donc, moi, je fais partie des gens qui ne disent pas qu'il faut interdire tout et le reste, parce que là aussi, je suis d'accord avec Kathleen. C'est que c'est sympa d'être contre la taxe, mais si l'option alternative, c'est de tout interdire, je ne suis pas sûr que les citoyens seront beaucoup plus d'accord avec des interdictions très fortes qu'avec un prix très élevé. Sachant que, par ailleurs, et dernier point, je termine là-dessus, il y a évidemment, si on parle d'augmentation du prix du carbone, un gros débat de justice redistributive, et il y a un gros débat de comment le citoyen perçoit le fait que s'il est dans les premiers déciles, il subit un choc sur son pouvoir d'achat plus élevé que s'il est dans les derniers déciles. Donc moi, je crois que du coup, il faut réfléchir à des policy mix un peu complexes, dans lequel les acteurs financiers, les acteurs étatiques, les entreprises, les ménages comprennent que le monde de demain ne sera pas le monde d'aujourd'hui et qu'il va y avoir un ensemble de mesures qui vont faire qu'on transforme notre économie et notre consommation. Je pense que là au dernier point, j'arrête là-dessus, je suis très bavard aussi, évidemment que cette transformation majeure d'un monde très carboné, puisque 80% de l'économie mondiale aujourd'hui se sert 80% de l'énergie utilisée dans le monde est d'origine fossile, et il faut viser quasi zéro. C'est une transformation en profondeur. Je ne suis pas encore tout à fait sûr que ni les économistes, ni la société dans son ensemble, ni les dirigeants, a fortiori, aient bien compris l'ampleur des transformations qu'il va falloir réaliser. Et moi, de ce point de vue-là, c'est aussi pour ça que je milite sur une pluralité d'instruments, parce que quand on a des transformations massives, je doute très fortement qu'un seul outil suffise. Sur la question de la technologie, est-ce que la technologie peut nous sauver? C'est quoi votre position là-dessus? Là, c'est très simple. La technologie, évidemment qu'elle contribue. Si on passe d'une voiture à essence à une voiture électrique, ou demain ou après-demain une voiture à hydrogène, c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui font de la technologie. Là où j'ai une conviction absolue, c'est que parier sur le fait qu'on a une technologie magique qui arrive dans 15 ans, c'est jouer l'avenir de la Terre à la roulette, et ça, no way.
Donc, d'ailleurs, entre nous soit dit, il y a plein de trajectoires qui nous mènent en France à zéro émission nette 2050 qui n'ont pas besoin d'une technologie magique. Donc, évidemment que les progrès technologiques, prenons un autre exemple très connu, l'industrie solaire faisait du panneau photovoltaïque où le prix c'était du 400-500 € le mégawattheure. Aujourd'hui, ils sont à 50. Bon, qu'est-ce qui a fait qu'on a divisé par 10 les coûts dans le du solaire? C'est la techno, c'est les progrès. Donc, moi, je ne suis pas du tout anti-progrès technologique, je dis juste je ne mets pas le sort de la planète, le sort de mes enfants, de mes petits-enfants dans un jeu de loto. Kathleen, vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Alain? Non, je suis entièrement d'accord sur le jeu de loto, effectivement. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste rajouter une chose qui me semble intéressante, c'est que j'ai lu très récemment que Priscilla Ludowski, qui était donc vraiment l'initiatrice de la pétition des Gilets jaunes contre l'augmentation de la taxe carbone, a dit que finalement, elle se ralliait à la taxe carbone à condition que les recettes soient redistribuées pour la rendre juste, ce qu'a évoqué Alain. Donc, que les recettes soient redistribuées pour que les gens qui vont le plus souffrir de cette taxe carbone, c'est-à-dire les gens qui ont les revenus les plus faibles et aussi les ruraux, ceux qui ont des équipements très carbonés, etc., soient compensés. Donc, je trouve ça intéressant. Effectivement, elle a bien dit, le problème, c'est la justice, la régressivité de la taxe. Si on traite ce problème, alors l'instrument prix va devenir acceptable. Voilà, donc c'était... Parce que c'est effectivement quelque chose de complètement central, l'acceptabilité de cet instrument prix, étant donné le fait qu'il est régressif. Mais bon, les interdictions, c'est hyper régressif aussi, hein, et les normes, les réglementations, tout ça, c'est hyper régressif également. Donc, il faut aussi prêter attention à la régressivité de ce côté-là. Ok, je propose qu'on passe la parole aux politiques, puisque effectivement, c'est quand même des débats qui sont très politiques. Donc, Emeline Beaune, comment vous voyez ces questions de économie versus écologie? Alors, juste pour poser un tout petit peu mon intervention, moi, je m'exprime depuis le rôle que j'ai depuis le mois de juillet, à savoir vice-présidente, élue locale, dans un territoire très particulier, pas au sens du territoire, mais au sens du système administratif, c'est-à-dire une métropole de Lyon qui a autant les compétences sociales d'un département que les urbains du quotidien, hein, la collecte des déchets, la gestion de l'eau potable, l'assainissement, mais aussi les questions de mobilité, transport. On a une sacrée chance, les élus de la métropole de Lyon, avec la singularité des compétences de la métropole de Lyon, où on doit à peu près tout gérer et du coup, on vit au quotidien cette question de, pour faire simple, la transition écologique d'un côté, c'est-à-dire structurer des réseaux de transport en commun, des voies de covoiturage, faciliter l'usage du vélo et de la marche, mais aussi les questions de justice sociale, à savoir que chacune et chacun trouve un rôle dans la société, soit accompagné au minimum du minimum par le revenu de solidarité active, soit dans des parcours d'insertion, etc. Et au milieu, on retrouve la commande publique comme levier de développement économique et puis l'accompagnement de toute la communauté entrepreneuriale. Je voulais le poser parce que du coup, ça permet vraiment de comprendre un peu le parti pris qu'on a collectivement. J'ajoute à ça quelque chose d'évident et d'essentiel que j'ai sans doute en commun avec Jean-François Debat et surtout avec Cyril, ça c'est sûr, c'est on a pleinement, alors je vais dire mais nous avons pleinement conscience que nous avons été élus à un moment particulier de l'histoire de notre société avec le choc sanitaire et la crise systémique et avec beaucoup d'abstention. Donc ça nous impose du pragmatisme et de l'humilité, c'est sincère, hein, c'est pas, on n'est pas du tout dans la posture d'un mouvement d'élus de gauche et écologistes qui se disent super, on a les pleins pouvoirs, c'est pas du tout ça. Mais on est quand même dans une configuration particulière où les 4 grosses collectivités de la métropole, Vaux-en-Velin, Vénissieux, et Lyon et Villeurbanne sont alignés politiquement, donc ça nous fait des leviers en plus pour agir. Voilà, ça c'est le cadre global. On a un parti pris du coup collectif qu'on a affiché qui sont ces 2 entrées, la justice sociale et la transition écologique, dit autrement, donc l'impact carbone et l'impact social.
Et là, en fait, j'amène tout de suite donc ma réponse à est-ce qu'on oppose économie et écologie. En fait, de mon point de vue, l'entrée, ce qui fait commun sans jeu de mots, en fait, et ce qui est utile pour le territoire et efficace, c'est de parler de coopération. La question, c'est pas de se dire est-ce qu'on met tout l'argent public et tout l'investissement sur le transport, la sobriété énergétique, la production d'ENR, est-ce qu'on met tout l'argent public et les investissements sur l'aide sociale à l'enfance, les parcours d'insertion, le RSA? C'est pas ça. La solution, une des solutions, en tout cas la voie qu'on a choisie, c'est de se dire on va mesurer 3 impacts, l'impact carbone, l'impact social et l'impact en coopération, parce qu'on se dit que la transition, quand elle fera système, c'est elle qui transformera le territoire. Dit autrement, en fait, l'échelle territoriale, le bassin de vie, il s'imbrique dans une échelle régionale qu'évoquera sans doute Jean-François Debat, dans une échelle nationale et européenne. Je précise là que je suis écologiste, donc vous n'allez pas découvrir grand-chose, au sens où pour moi et pour nous, il y a un bouclier social à mettre en place. Je fais écho là aux propos sur les questions de redistribution. Il y a un bouclier environnemental et carbone à mettre en place qui doit être porté par l'Europe et ensuite redescendre à l'échelle des régions et qui doit permettre aux territoires d'être des communautés entreprenantes, apprenantes, vivantes, innovantes. Et là, moi, j'amène le sujet de l'innovation technologique, parce qu'elle doit exister, le sujet de l'innovation sociale, parce qu'elle doit exister, mais aussi le sujet de l'innovation organisationnelle qui favorise la coopération. Je rappelle que la coopération, elle peut être protéiforme. Là, je ne parle pas uniquement des parents d'élèves qui agissent ensemble dans une pétition pour avoir plus de bio à la cantine ou de la sous-traitance et de la co-traitance. C'est pas ça, hein. Dans la coopération, il y a les logiques de concentration et de mutualisation. Donc là, pour être pratico-pratique dans le quotidien de tout le monde, dont on parle beaucoup, par exemple, les instruments d'animation territoriaux, type le management de centre-ville. Là, je parle des commerçants et artisans dans nos cœurs de communes, cœurs d'arrondissement, cœurs de village. C'est efficace, mais je peux aussi parler des groupements d'employeurs qui sont efficaces ou des coopératives d'activité et d'emploi qui, de mon point de vue, sont une solution là, pour les femmes et les hommes indépendants qui n'ont plus de travail et qui sont dans des postures sociales extrêmement violentes. Il y a les logiques de diffusion-pollinisation qu'on a plutôt tendance à connaître avec les groupements d'acteurs type cluster, mais même pôle de compétitivité. Et puis, il y a les logiques de valorisation et de réseau. À partir de ces 3 formes-là de coopération, on peut bâtir des politiques publiques économiques. Nous, c'est ce qu'on a fait le choix de dire à l'Agence de développement économique du territoire, l'ADERLI, qui avait très peur qu'on leur exprime un souhait d'arrêt strict de toute forme d'attractivité du territoire. Et en fait, je leur ai exprimé il y a quelques semaines cette demande de travailler sous l'angle de ces 3 coopérations. Je peux donner un autre exemple et puis j'en terminerai avec ça, mais quand au nom de la justice sociale, on défend des logiques que vous connaissez aussi d'expérimentation type territoire zéro chômeur de longue durée, en fait, derrière, c'est bien de la coopération territoriale à l'échelle d'un quartier qu'on met en mouvement et c'est pas autre chose. Donc j'invite en fait à ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait plus de publications quand même sur ces logiques de coopération qu'on retrouve autour de l'approche par les ODD ou de l'approche One Health dont on entend pas mal parler là en ce moment ou qu'on a. Alors bon, moi je suis élue, donc j'ai le réflexe d'essayer de me sourcer, de me nourrir et du coup de suivre plutôt ce que publient Éloi Laurent ou Gaël Giraud. Mais voilà, on a besoin qu'il y ait beaucoup plus de publications autour de l'impact en coopération, des indicateurs de coopération, de l'innovation ouverte par la coopération qui permet de nourrir la création d'emplois et d'activités utiles et donc de participer à la lutte contre les inégalités sociales, mais aussi de travailler les logiques de sobriété et d'efficacité et qui participent aux trajectoires bas carbone. Voilà, j'espère que j'ai respecté mon temps. Oui, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-François Debat. Mettez bien votre micro. Non, le micro.
Voilà. À force d'animer en permanence des réunions, mon micro est toujours allumé. et donc j'oubliais de le remettre. Pardon. Merci tous. Merci déjà de ces échanges et j'ai noté, moi, au passage, dans les interventions d'Alain et de Kathleen, des compléments qui sont utiles pour le politique que je suis. Je vais essayer d'organiser autour de quelques idées, finalement, la manière dont, avec les responsabilités qui sont les miennes, c'est-à-dire une expérience locale, régionale, mais aussi des responsabilités nationales, comment finalement je considère aujourd'hui que, et j'essaye de m'en faire, je fais partie de ceux qui essayent de s'en faire les promoteurs actifs, que l'écologie politique, la social écologie est aujourd'hui la continuation du socialisme démocratique par d'autres moyens. Je ne sais pas si Emeline sera d'accord avec ça, mais en tout cas, pourquoi? Parce que je pense que aujourd'hui, je suis un partisan, j'accepte l'économie de marché, mais je refuse la société du marché, c'est-à-dire où tout est objet de marché, où la santé est objet de marché, où l'éducation demain, si on y prend garde, sera objet de marché. Et je crois, moi, à la nécessité de la régulation. La régulation du marché, la régulation des acteurs économiques, parce que je crois que le cumul de leurs choix individuels sans règles n'aboutit pas à un optimum collectif et à un optimum de long terme. Et pour moi, la régulation, c'est deux outils. C'est la norme et c'est le prix. Et pour moi, je n'opposerai pas la norme et le prix. Je prends un ou deux exemples. Remédier à l'obsolescence programmée scandaleuse qui génère le fait que votre lave-vaisselle tombe à panne au bout de 7 ans et qu'on ne pourra pas le réparer. L'obsolescence programmée scandaleuse qui fait que nos portables sont programmés pour qu'au bout de 2 ans, 3 ans maximum, ils tombent en panne et qu'on en rachète d'autres avec tous les effets induits en termes de consommation. C'est à la fois une atteinte au pouvoir d'achat et c'est une surexploitation et un gaspillage inacceptable des ressources naturelles. Et donc, pour moi, il y a de la norme. L'obsolescence programmée, c'est une question de loi. La question de l'interdiction de certains véhicules à terme parce qu'ils sont trop polluants et de certains objets parce qu'ils le sont également. Je considère que la bouteille de 25 centilitres d'eau doit à terme être interdite parce que ça n'a aucun sens de continuer à produire ce genre de choses et que personne ne le fera si on ne met pas quelques règles. Et à l'inverse, il y a aussi le prix. Parce que dans une économie de marché, le prix compte. Aujourd'hui, on ne paye pas le prix du carbone. Et finalement, c'est un industriel de mon agglomération qui m'a dit ça il y a quelques années, il y a 10 ans. Il avait rapatrié, il faisait des petits éléments de plastique dont le coût unitaire est en dessous du centime d'euro, et donc sur lesquels les marges sont extrêmement faibles. Et il avait rapatrié de Chine sa production, parce que le rapport combiné du pétrole et du dollar avait rendu la délocalisation de ce qui n'était pas indispensable inutile pour lui. Donc, il y a bien un impact de l'économie sur les acteurs économiques. Et pour moi, la norme comme le prix sont des indicateurs qui cherchent non pas à contraindre, mais à encadrer et à organiser, à réguler finalement les choix des acteurs économiques que nous sommes tous. Ça vaut aussi pour le consommateur. Tant qu'on ne paye pas le prix du déplacement du colis Amazon, parce qu'on ne paye pas le pétrole, parce qu'on ne paye pas le salarié qui l'amène, on n'a aucun inconvénient à y recourir. Et je ne dis pas qu'il faut l'interdire, je dis simplement qu'on doit lui donner un vrai prix. Et le vrai prix, c'est dire mon activité professionnelle. Par ailleurs, je n'en fais jamais état dans mes activités politiques, mais c'est une expérience. La déclaration d'utilité publique et des DUP. Des DUP la dernière, c'était le contournement ouest de Strasbourg. Aujourd'hui, quand vous avez le contournement ouest de Strasbourg, bâti il y a 25 ans, et que vous regardez quel est l'équilibre, finalement, bilan coût-avantage, les atteintes à la biodiversité et à la nature ne sont pas chiffrées. Elles n'ont pas de prix. N'ayant pas de prix, elles n'ont pas de valeur. Et elles n'entrent pas dans une évaluation globale socio-économique de la question de savoir si on doit faire ou pas cet investissement. Eh bien, je considère qu'il faut remettre effectivement du prix. Deuxième élément,
Moi, je ne crois pas et je ne crois plus, je n'ai en réalité jamais cru, mais à vue de la croissance, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde dont les ressources sont finies. La nécessité créer des richesses, ce n'est pas forcément l'accumulation de production. J'évoquais la question du portable tout à l'heure. Si au lieu de durer 2 ans et demi, mais un portable dure 10 ans, au prix de 2 fois 100 € d'entretien au cours de ces 10 ans, ce qui est parfaitement possible. On a relocalisé une partie de la valeur ajoutée sur des territoires de consommation qui ne sont pas les territoires de production. Si demain, le métier de votre vendeur de lave-vaisselle, ça n'est plus de vous vendre un lave-vaisselle, auquel cas il a intérêt à ce que vous le changiez le plus souvent possible, mais de vous louer le service d'avoir un lave-vaisselle chez vous, son intérêt, ça n'est plus que le lave-vaisselle dure 7 ans, c'est qu'il dure 15 ans, ce qui est parfaitement faisable, et qu'il est, lui, le produit du service. Et donc, je crois qu'il y a à inventer de nouveaux modèles de création de richesse, et c'est là-dessus que, d'ailleurs, j'avais animé une table ronde dans les universités d'été du Parti socialiste, qui a eu un vrai croissance égale moins de richesse et donc pauvreté d'une manière générale et globale. Créer de la richesse collective, y compris de la richesse monétaire, mais ne pas cumuler de la consommation pour la consommation et de la production pour de la production, où aujourd'hui, le fait qu'un camion fasse Dresde-Alicante pour livrer des pièces contribue à la croissance parce qu'il consomme du camion, il consomme du pétrole et il paye un chauffeur, eh bien, tout cela n'a pas de sens. Dernière observation et réflexion. Pour moi, ce qui m'intéresse maintenant depuis longtemps, c'est de savoir comment on passe finalement de l'idée au projet, du projet à la réalisation. Et donc, comment on fait? Et on a un certain nombre de sujets à traiter, notamment la question de l'espace et du temps. Je m'explique. Il y a évidemment, à court terme, ça n'est l'intérêt d'aucun acteur économique de se différencier seul du thème dans lequel il fonctionne. Je vais prendre un exemple. Zéro artificiel en agglomération. Donc, je suis allé voir les chefs d'entreprise pour leur dire qu'ils ont toujours besoin de se développer, d'avoir plus d'espace, de se délocaliser en périphérie, etc. Je leur dis, on va arrêter. Donc, vous allez d'abord utiliser les 30% de votre terrain en moyenne qui sert au stationnement de vos salariés. D'une autre manière, si vous avez besoin de vous étendre, vous construirez sur ce terrain. Et puis nous allons travailler sur des parkings relais à l'entrée des zones d'activité pour sortir les voitures de votre terrain. Et puis donc, vous montrez d'un étage aussi, parce que le R+0, ce n'est pas l'objectif. Que m'ont-ils dit? D'accord, mais si à 20 km au sud, et pour moi c'est 20 km, donc moins de 30 minutes, si à 20 km au sud, on est toujours en open bar sur des terrains neufs pris sur les champs qui permettent de faire quelque chose de beaucoup plus clean et de beaucoup moins cher que de réutiliser des vieilles zones d'activité. Il y a une question d'espace. Nous ne pouvons pas faire semblant de considérer, même à la métropole de Lyon, et Emeline l'a dit d'ailleurs, que nous vivons et que nous pouvons décider d'un changement de système économique tout seul. Donc, il y a une nécessité d'échelle, à la fois d'échelle d'espace et d'échelle de temps. Il faut traiter cette question de la manière, finalement, d'accompagner la transition. Il faut d'abord convaincre, et ensuite, il faut trouver les outils. Et les outils, c'est le numéro 2 du MEDEF, qui est Patrick Martin, que vous connaissez peut-être, qui est industriel de Bourg-en-Bresse. J'ai eu de longues discussions avec lui sur le sujet. Quand on lui explique un autre système économique possible, il ne vous dit pas « moi, j'en veux pas », parce qu'il voit bien les intérêts de relocaliser certaines productions de proximité, etc. Mais il me dit « mais ça vaut si tout le monde, si certains continuent à pouvoir délocaliser et en tirer des bénéfices immédiats, alors que nous, on ne pourra pas… Et donc, cette vision globale qui implique aussi de savoir ce qu'on peut faire au plan local, de ce qu'on peut faire au plan régional et de ce qu'on peut ne faire qu'au plan national et en réalité européen. Mettre de vrais prix au carbone pénalisants pour l'entrée, je dirais,
de l'importation du mouton de Nouvelle-Zélande en contrepartie du lait qu'on leur envoie, ça ne peut être fait qu'à l'échelle européenne. S'opposer à la généralisation de l'entrepôt Amazon, s'il ne doit pas être en France à tel endroit, mais qu'il peut être en Allemagne à 10 km et avoir le même impact, au nom de quoi demander aux acteurs locaux de refuser l'entrepôt Amazon chez eux et de ne pas avoir les emplois chez eux, mais de les avoir à 20 km ailleurs ou à 30 km ailleurs. Donc il y a bien une question d'espace, et c'est la raison pour laquelle il faut une vision coordonnée sur un certain nombre de sujets. Je prends un dernier exemple, Émile le connaît bien. Tant qu'on produit 13 milliards tous les ans et que ça n'arrête pas d'augmenter, nous, en bas, on ne peut pas gérer, on gère le flux de ces 13 milliards. Hein. Et on ne peut pas réguler ce qui se passe en haut, c'est-à-dire la production de ces 13 milliards de bouteilles. Ce n'est pas nous qui pouvons décider qu'on va diviser par 2 la consommation de bouteilles sur notre territoire. C'est une règle, c'est une norme applicable à tous, et donc dans un cadre national, voire européen. C'est la raison pour laquelle moi je vois une combinaison entre les échelons locaux, ce qu'on peut faire au local, et tu l'as fort bien décrit, ce que l'on doit faire au niveau régional, le zéro artificialisation nette, je l'ai proposé à la région pour l'appliquer partout. Parce que si ça s'applique seulement sur un territoire, ça ne marche pas. Il y a des règles nationales. La question des bouteilles de plastique, c'est national. Et il y a des règles européennes. Et puis, il faudra poser, et je ne le développerai pas, la question, pour moi, le socialisme démocratique et la gauche, la social-écologiste, c'est la redistribution fiscale. Si la croissance est moins forte, sa répartition devra être encore plus puissante. Pour que les catégories populaires et moyennes, il faut sortir la gauche de cette idée qu'il n'y a que les plus pauvres qui devront être aidés. Les catégories populaires et moyennes, c'est-à-dire 80% des Français, devront effectivement pouvoir être aidés pour accompagner sur le court terme l'augmentation inévitable du coût des produits qu'ils achèteront si on met en place effectivement un vrai prix au carbone. Parce que sinon, ils le refuseront. Et donc, c'est cela que nous devons faire et organiser en allant au-delà même de la répartition de la taxe carbone, en allant vers l'embryon, en réalité, d'une forme de revenu non pas universel mensuel, mais j'appelle ça le chèque transition, de quelques centaines d'euros, de quelques milliers d'euros par an, au moins, pour amortir les impacts sur le court terme immédiat de l'augmentation des prix qui serait liée, par exemple, à l'application d'une taxe carbone. Je ne crois pas à l'idée qu'il faut redonner à ceux qui la payent le produit de leur taxe, parce que sinon, ça diminue leur incitation à changer de comportement. Si vous demandez à quelqu'un de payer son essence plus cher, mais que vous lui donnez la contrepartie sous forme de chèque, il continuera probablement à le faire. Ça doit être, de mon point de vue, déconnecté de l'usage direct, mais par contre, ça doit être puissant. Et donc, c'est effectivement modifier le fonctionnement libéral de notre économie et asseoir des outils de normes, de prix et de redistribution fiscale puissante. Merci beaucoup. Comment vous réagissez-vous à cette idée de chèque carbone les uns et les autres? Alain? Deux petites choses. Il y a la crise du Covid actuellement qui est en train de mettre à plat l'économie. Hein. C'est extrêmement brutal comme choc social. Et donc, on ne peut pas faire abstraction de ce choc, d'autant que je suis absolument persuadé qu'on va mettre 5 ans au moins pour en sortir de cette crise majeure. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a 2 réponses. Il y a une réponse qui est de bien faire attention à ce que l'argent public soit pas là juste mis pour relancer l'économie telle qu'elle est. Je pense que c'est une grave erreur. Quand on a un choc aussi monstrueux sur le plan macroéconomique, il faut vraiment en profiter, j'ose dire, parce que c'est triste de dire ça, mais pour faire des transformations, et parce que de toute façon, tout le monde souffre. Donc l'argument selon lequel on peut pas, on doit absolument sauver les sucriers dans je ne sais pas quelle région et donc relancer les néoniques, ce n'est pas un argument très sérieux. Tout le monde souffre. Bon, en gros. Hein, donc il y a vraiment une réponse en termes d'offres et il y a aussi une réponse en termes de demande. Et la réponse en termes de demande, pour moi, la moins mauvaise, c'est à peu près ce que vient de dire Jean-François, c'est de dire
faisons un chèque vert, un chèque bas carbone, un chèque de quelques centaines d'euros pour les ménages, je ne sais pas, on va dire en gros ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, donc 50% des citoyens, peut-être un peu moins. Enfin bon, on peut discuter des modalités, ça c'est un peu un détail. Alors ça aurait deux avantages, c'est que d'une part, ça permet d'amortir un tout petit peu la violence du choc, parce que le choc est très très violent chez les gens en difficulté. Je ne parle pas des bas salaires des entreprises, c'est encore ils peuvent bénéficier de certaines aides, mais il y a plein d'indépendants, plein de petits commerçants, plein de personnes en difficulté, de SDF. Et donc il faut arriver à les là, je ne suis pas un spécialiste de la mécanique territoriale, donc il faut discuter avec des gens qui sont au courant de tout ça, parce que c'est compliqué. Mais donc là, même chose que ma remarque sur l'offre, c'est-à-dire que sur cette demande, on n'en profite pas pour flécher vers les circuits courts, vers cette économie qui est en train de se développer. C'est vraiment dommage, parce que ces nouveaux circuits économiques, ils ont besoin de soutien, et cette crise pourrait être l'occasion de le faire. Oui, Emeline ? Oui. Oui, je voudrais quand même remettre au centre quelque chose, mais je parlerai pas à la place d'autres économistes. On a tous dit qu'on vivait une crise particulière. Je partage complètement ce qu'a dit Jean-François Debat. Il n'y a pas de problème. Il manque juste un élément. C'est on oublie qui nous saute aux yeux dans le premier confinement, dans ce deuxième confinement, dans la catastrophe humaine, familiale, locale qu'on vit. Là, on parle des vrais gens dans la vraie vie. Et les vrais gens dans la vraie vie, oui, ils ont besoin de dignité, d'avoir un logement, de pouvoir se déplacer, s'éduquer, etc. Mais surtout, on a besoin de visibilité, d'une trajectoire, d'espoir, de quelque chose, de faire des expériences positives. Et il y a un prix au carbone, et il y a un prix aussi à la sociabilité, aux liens qui sont détruits là, par notre société du sans-contact qui est en train de se mettre en place. Là, on l'a subi avec le confinement, mais il y a le paiement sans contact. Enfin, voilà, je pense que quand même, cet élément, si on a décidé de mettre si fort la question de la coopération au cœur, en tout cas, des outils qu'on veut mobiliser sur le territoire sur lequel on essaie de développer notre projet politique, c'est pas pour rien, c'est pour remettre au centre cette question j'utilise d'autres mots, mais de redonner l'envie d'agir aux gens. On va mettre, je le souhaite, des cadres et des normes aux frontières de l'Europe et en France, mais Jean-François, il en a fait lui-même la démonstration. Le zéro artificialisation nette qui est aussi à l'œuvre chez nous sur notre territoire, il se fera pas si l'entrepreneur, dans sa communauté entrepreneuriale, il n'a pas rencontré quelqu'un qui a vécu cette expérience positive de faire un R+1 et qui a la confiance de son élu local, etc., etc. Et je pense vraiment qu'on se trompe si on n'y rajoute pas cette brique du lien entre nous, de l'effet communauté, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais franchement, on se gourre, et c'est comme ça aussi qu'on entraînera, je suis très sensible à ce qu'a dit Jean-François, c'est comme ça qu'on entraînera les classes moyennes, qu'on sortira des écrans, de la publicité, etc. On n'a pas mis ces éléments-là, mais voilà, moi je milite beaucoup, je militerai beaucoup, de plus en plus pour la société du contact et du lien. Voilà. Il y a une question qui est posée par un des auditeurs pour Emeline Beaune, précisément. Comment vous mesurez la coopération? Quel type d'indicateur? Alors pour l'instant, le type d'indicateur, c'est le nombre de parties prenantes, d'opérateurs économiques et sociaux dans un projet, dans une démarche entrepreneuriale. Le nombre, voilà, là de façon pratico-pratique, je vais le dire, pour les pôles de compétitivité, si ça parle à tout le monde. Jusqu'à présent, ils avaient un accompagnement financier sur des projets de recherche et développement, et puis sur l'animation de la communauté. Et moi, je leur ai demandé, dans chacun des projets de recherche et développement, vous me dites le nombre d'acteurs qui coopèrent, les différentes formes d'acteurs, donc TPE, TPI, PME, PMI, mais aussi start-up, en gros, individus seuls qui vont très vite. En général, c'est des chercheurs. Et ce qui fait sens, c'est... ce qui est utile pour moi, c'est quand on a j'aime pas ce mot écosystème parce que je veux qu'on le garde pour l'environnement, mais cette communauté-là, voilà, c'est un exemple pratico-pratique pour les pôles de compétitivité. Il n'y a pas que l'impact de positionnement sur le marché qui compte, il y a le faire ensemble.
Il y a une question sur le chèque transition qui concernerait 80% des Français. Ne risque-t-il pas d'accroître encore la dette publique déjà fortement augmentée du fait de la pandémie? Kathleen? Je répondrai aussi. Oui. Non, normalement, l'idée, c'est de se servir des recettes de la fiscalité environnementale pour payer ce chèque. Il faut vraiment que les gens comprennent que la fiscalité environnementale, la taxe carbone et tout ça, ça ne sert pas à rapporter de l'argent à l'État. Ce n'est pas ça l'idée, ce n'est pas pour financer le budget, que vraiment c'est quelque chose qui doit inciter les gens à changer de comportement. Donc, ce n'est pas pour rapporter des recettes, et en tant que tel, ça peut être redistribué. Comme l'a dit Jean-François, moi j'étais entièrement d'accord avec ça, pour les gens les plus précaires, les plus vulnérables, pour les aider à changer effectivement ces comportements. Les gens qui sont contraints par ailleurs et qui de toute façon, ça ne sert à rien de les inciter si ils ne peuvent pas changer de leur comportement parce qu'ils sont contraints. Donc moi je ne pense pas du tout que c'est un problème pour la dette publique. C'est vraiment l'argent de la fiscalité environnementale qui doit être consacré à ça. Je peux apporter un bémol? Oui. Oui, pour moi, c'est l'argent de la fiscalité tout court. Parce qu'on ne peut pas quand même on ne peut pas oublier quand même la surconcentration depuis 30 ans, depuis la libéralisation massive, la surconcentration des richesses entre les mains non seulement des 10%, mais des 1% les plus riches, et la surconcentration de la valeur ajoutée au détriment des PME, PMI sur les donneurs d'ordre et donc les plus grandes entreprises. Aujourd'hui, si vous avez un chèque même de 1 000 € par an, on ne parle pas de revenu universel, ça, 1 000 € par an, proportionné à la taille de la famille, ça peut aller à 2 000 s'il y a plusieurs enfants. Sur 10 millions de ménages, ça fait 10 milliards. L'ISF, ça fait 6. Donc, j'allais dire, pour moi, la fiscalité carbone, je ne suis pas persuadé, pour ma part en tout cas, peut-être qu'économiquement ça se tient, mais que politiquement, on doit envoyer le message que la fiscalité carbone sert aux conséquences des politiques carbone. Si on réoriente l'économie, on réoriente l'ensemble de l'économie et de la production de richesse. En revanche, j'adhère à l'idée que, bien évidemment, les recettes de la fiscalité carbone doivent être utilisées pour des objectifs, je dirais, pour les objectifs de transition, d'une manière générale. Mais je ne voudrais pas que l'on puisse, pour moi, politiquement, ça m'ennuierait, financièrement, peu importe à la limite, mais que l'on dise que c'est une sorte de taxe affectée. Parce que ça semble exonérer, je dirais, de la contribution ceux qui aujourd'hui sont, et depuis 30 ans de manière croissante, les principaux bénéficiaires de la libéralisation des échanges par la surconcentration de richesses. Je voudrais, avant de passer la parole à Alain, je voudrais introduire une des questions qui vient d'être posée. N'y a-t-il pas deux réponses distinctes à la crise du pouvoir d'achat à venir entre aide ciblée pour compenser et inciter des achats plus écologiques au plan local, économie circulaire, et une aide plus globale de type revenu minimum de subsistance, et donc pas forcément un chèque carbone globalisant? Oui, je vais faire deux, trois remarques. La première, c'est que pour donner un peu de crédit à l'augmentation possible de la taxe carbone, on est obligé de lui donner un sens. Et là-dessus, je partage complètement ce qu'a dit Kathleen. C'est-à-dire qu'une des manières de donner le sens, c'est d'expliquer que ceci n'est pas là pour financer n'importe quoi. Mais c'est vrai aussi qu'il faut refuser l'idée qu'on aurait besoin de quelques dépenses climat qui seraient à la hauteur de la taxe carbone. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, c'est un ensemble. On a un ensemble de recettes, un ensemble de dépenses, et c'est ces deux ensembles qui doivent être alignés avec des objectifs sociaux et environnementaux. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième concerne la dette publique. Je pense que c'est un fantasme, cette affaire de dette publique. Le Japon a 200% de dette publique. J'ai écrit un livre avec Nicolas Dufresne qui s'appelle Une monnaie écologique, qui démontre, et donc je ne vais pas le faire en 1 minute et demie, mais qui montre qu'il y a des marges de manœuvre très sérieuses, et que entre laisser une dette écologique, entre guillemets, se développer et accepter de la dette publique quand la Banque centrale en détient 20%, je pense que mon cœur n'hésite pas. Je pense que c'est évident qu'il faut lutter d'abord contre la dette écologique. Il faut d'abord s'occuper d'économie réelle. Et la question de la dette publique, c'est un sujet tout à fait second qui se traitera. La troisième remarque, mais là j'affirme, je suis prêt à ce qu'on ait un débat très approfondi là-dessus. Il y en a plusieurs au GIECO, mais
Et troisième point, est-ce qu'il ne faut pas deux instruments distincts? Moi, je crois que de toute façon, il est impératif, l'impératif écologique, ça consiste à dire que la transformation, tous les instruments doivent y contribuer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure à toute vitesse de banque et de finance, mais il y a des instruments de régulation bancaire et financier qui doivent intégrer cette dimension-là. Et donc, de mon point de vue, les aides sociales doivent aussi y contribuer. Ce n'est pas possible de rester schizophrène. L'ampleur de la crise économique et sociale que nous allons vivre dans les années qui viennent sur tous les fronts, c'est quelque chose d'insupportable à imaginer. Bon, donc je pense qu'il faut vraiment Moi, je n'ai pas du tout envie de faire peur aux uns et aux autres, je ne suis pas du tout catastrophiste. Je pense qu'il est évident qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut faire des propositions, qu'il faut être concret, il faut retrousser les manches, il faut donner de l'espoir, de la visibilité. Je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut remettre du sens dans tout ça, il faut remettre des contacts, etc. Tout ça, je ne discute pas de ça, c'est 2 minutes et demie. Simplement, il ne faut jamais oublier l'ampleur de la cata. Donc, donc, du coup, la nécessité de mobiliser tous les instruments qui sont à nos dispositions pour inverser le cours des événements. Interroger les uns et les autres sur ce que disait Alain Grandjean en sortie de crise du Covid, est-ce qu'il faut tout mettre pour le changer de modèle ou est-ce qu'il faut sauver les sucriers, les compagnies aériennes, Airbus, le secteur du tourisme, la SNCF? Kathleen ? Oui, je crois que c'est une erreur de ne pas avoir mis des conditionnalités environnementales fortes dans le plan de relance par rapport au secteur que vous venez de citer. Hein. Je suis d'accord que sauver les gens qui font de la betterave, bon, c'était pas la bonne idée, je pense. Donc ça pour moi, c'est parfaitement clair que si on veut vraiment enclencher les changements structurels dont on a besoin, c'est vrai qu'on a une fenêtre de tir là, une fenêtre de tir très claire. Il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour relancer l'économie, autant dépenser cet argent pour en même temps enclencher les changements structurels dont on a réellement besoin. Donc moi, je pense qu'il aurait fallu cette éco-conditionnalité. Et voilà, et ça, je pense que c'est vraiment enfin, il y a un effort qui est fait quand même, mais il y a quand même quelque chose qui est manqué. Mais je voulais poser une question plus, parce qu'il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup sur ce que vous avez dit, sur l'aspect capital social. Je sens bien que c'est très important, ce capital social, le fait de recréer du lien entre les gens. Mais pour moi, c'est très abstrait. Donc, je vois mal, pour un économiste, quels pourraient être les instruments. Parce que compter le nombre de gens qui participent au projet, bon, c'est quelque chose, mais je me demandais si vous aviez en tête d'autres types d'instruments, des choses qui pourraient être plus puissantes, parce que sinon, ça reste, voilà, pour moi, abstrait, et j'ai du mal à m'imaginer ce qu'on peut faire concrètement pour ça. Emeline, puis Cyril. C'est plus de l'opérationnel. Hein. Je vais reprendre l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Sur la métropole de Lyon, on a plein d'artisans, commerçants et indépendants là, dont on sait, pragmatisme, c'est horrible à dire et affreux. Mais 20 à 30% ne seront plus là au printemps, c'est ma conviction. Voilà, c'est comme ça. Plutôt que justement de perfuser, Esther Duflo hier, elle disait, c'était pas dans les Échos, c'était sur France Culture, que s'il fallait subventionner le commerce de proximité, pour faire simple, elle l'a développé très bien. Moi, je pense plutôt que les compétences de ces femmes et de ces hommes, elles doivent être listées, pointées, réunies. On doit faire de la GPEC, en gros, et leur proposer d'adhérer à une coopérative d'activité et d'emploi et de soit garder leur activité, mais d'avoir ce socle en fait, de sécurité et de travail collectif dans une coopérative d'activité. C'est quelque chose qui n'a jamais été travaillé, sauf si Cyril me contredit, mais sur ce type de support-là, dit commerce de proximité, ça n'a jamais été fait. Moi, je pense que c'est plutôt recréer des communautés entrepreneuriales. Après, il y a sûrement des instruments qui vont arriver en les travaillant, entre autres avec des économistes. Mais pour l'instant, on bricole à la métropole avec les convictions et des services éco et de l'élu référente. Mais peut-être que Cyril et Jean-François ont des compléments, des exemples. Cyril. Merci de citer l'activité, c'est un qui m'est cher. Je trouve ça intéressant dans ce débat
la difficulté à appréhender les coopératives, donc l'action collective. On a l'impression que l'économie est entièrement centrée sur donc un axiome individuel, le comportement de l'action économique en tant que tel, ses intérêts, ses désintérêts, et qu'on a beaucoup de difficulté à imaginer qu'il existe des indicateurs possibles autour de l'action collective. Donc, si je me réfère à ce qu'a fait François Perrault, même si c'est un auteur un peu difficile, et ce qu'on a cherché à faire Henri Desroches par la suite, théorie de la coopération, possible d'imaginer donc une économie de la coopération. Simplement, donc les économistes ont très peu travaillé sur ce sujet, et ça a été évoqué donc, en introduction. Ils s'intéressent peu à l'environnement et encore moins à l'action collective en tant que telle. On cherche à placer des outils, mais on s'aperçoit que petit à petit, c'est des comportements eux-mêmes qui évoluent. De plus en plus, on réfléchit, par exemple, dans les coopératives, à la mutualisation non seulement du travail, mais aussi des revenus, d'avoir ce qu'on appelle un contrat de travail communautaire. Donc, un outil qui permet d'engager plusieurs personnes dans une même tâche et qui se répartissent donc, à la fois les responsabilités et la rémunération. Et ça, sur le plan économique, c'est quand même un peu un bug. Donc, comment comprendre les comportements collectifs quand les outils deviennent eux-mêmes aussi collectifs? Je pense qu'on est très en retard par rapport à cette dimension-là. Jean-François ? Oui, merci. 3 brèves réflexions. D'abord, je partage l'intérêt. J'ai écouté avec intérêt le débat qu'a initié Emeline sur cette question de coopération, parce que je sens aussi de manière confuse, pas forcément de manière très précise, mais qu'effectivement, c'est quand même une réponse, en particulier pour redonner du sens à une notion de collectif dans une société dans laquelle on est renvoyé aujourd'hui à je suis consommateur individuel, je suis travailleur individuel, voilà. Et donc, il y a là quelque chose qui redonne du sens, qui peut passer d'ailleurs par du productif, qui peut passer par d'autres choses, mais qu'il est nécessaire, on le voit bien dans la période actuelle où chacun a été chez soi, et trop chez soi. Je dirais, de redonner ce lien, c'est aussi se donner la possibilité d'avancer ensemble. Je voulais réagir sur un deuxième sujet qui est celui du plan de relance. Moi, j'avais employé un axiome qui était il faut repartir autrement et répartir autrement. Or, le problème, c'est qu'on est en train de repartir exactement comme avant. Moi, je ne fais pas grief au gouvernement d'avoir lancé, même si je suis très critique sur son orientation générale, mais finalement, ce plan de relance, il est comme le gouvernement actuel, il est extrêmement libéral dans ses présupposés. Aujourd'hui, ce que nous voyons, ça devrait nous servir. C'est bien que l'économie peut s'adapter, mais que la crise la casse. C'est comme le roseau. C'est comme si vous d'un seul coup, il se casse, alors que vous pouvez le faire plier. Eh bien, nous sommes en train de parvenir à cela. C'est-à-dire que quand vous cassez d'un coup le transport aérien, c'est des dizaines de milliers d'emplois tout de suite qui sont mis en cause. Et cela, l'économie, c'est ce à quoi, en revanche, elle doit s'attendre si on ne traite pas les enjeux climatiques, les enjeux de ressources. Parce qu'un jour, ce sera ça aussi. Je dis, et qu'il faut que cette crise permette au moins de montrer, de faire prendre en compte à chacun que c'est ces à-coups que nous allons avoir. Et qu'effectivement, si un jour on a une explosion, alors forcément mécaniquement du prix du pétrole en quelques semaines, ou quelques mois, on cassera les outils économiques parce qu'ils n'auront pas le temps de s'adapter et que c'est la raison pour laquelle il faut les adapter. Mais ce que l'on est en train de faire, en revanche, là je suis très critique sur ce plan de relance, c'est de repartir as usual, c'est de repartir exactement pareil. Il n'y a pas de conditionnalité sur l'évolution des pratiques. Il n'y a pas de conditionnalité sur l'évolution, par exemple, sur le transport aérien, de sortir de cette lubie que le transport aérien va doubler dans les 15 ans qui viennent à l'échelle mondiale. Alors il y a quand même le fait de limiter les trajets de moins de 2h30 au sein de l'Hexagone. Ce qui est totalement peanuts en termes de, si vous me passez l'expression, c'est très peu en termes d'impact. Mais la conditionnalité, elle est à plus long terme, c'est-à-dire la question de l'acceptation du fait que non, on ne doublera pas. Si on double le transport aérien en 2035, il faut dire que l'accord de Paris ne sert à rien et qu'on ne fera rien en matière climatique. Parce que ça voudra dire qu'on est toujours dans cette effervescence
Et dans cette démultiplication, et finalement, les libéraux, même avec des sensibilités écologiques, nous disent, ils partent d'un présupposé. Il y aura toujours plus de croissance, on va doubler le transport aérien, on va avoir besoin de plus en plus de consommation énergétique. Donc, voyons comment on va pouvoir s'adapter, parce que par ailleurs, la planète ne pourra pas le supporter. Mais du coup, ils ne sont pas en train d'organiser la réorientation de la production. Moi, dans mon agglomération, il y a des entreprises qui travaillent pour Airbus, qui sont des sous-traitants d'Airbus. Le sujet aujourd'hui, c'est chômage partiel, pas pour le Covid, c'est chômage partiel parce qu'il n'y a plus d'activité. L'enjeu pour elles, c'est bien sûr de leur dire comment elles vont retravailler dans les 2 ans qui viennent, mais c'est surtout de voir comment on adapte leur outil industriel, leurs compétences, leur savoir-faire pour, dans les 10 ans qui viennent, utiliser ces savoir-faire, ces compétences pour produire autre chose. Mais pour ça, il faut partir du principe qu'on ne va pas reprendre la production d'avions dans les 10 ans qui viennent comme on les a fait dans les 10 ans qui viennent de se passer. On en revient à la question du global. Est-ce que je change tout seul dans mon coin, auquel cas je me pénalise, ou est-ce qu'on change un système et une logique de système, auquel cas j'entre dans une autre dynamique? Et moi, je crois à cela, même si c'est objectivement, si on se parle entre nous, compliqué, et qu'un jour, il faudra bien qu'on parle du cadre européen, parce qu'aujourd'hui, à 27, ce que nous sommes en train de dire n'est pas faisable. N'est pas faisable parce qu'il n'y a pas une majorité d'États, et on est à l'unanimité sur les questions fiscales, on est à l'unanimité sur les traités. Il n'y a pas 27 États qui sont d'accord de revoir profondément les échanges mondiaux et d'arrêter cette logique du no tax, etc. Donc, la question, c'est celle aussi de savoir si eh bien, nous reprenons une coopération avec des États qui, eux, sont prêts à avancer et à mettre dans leur coopération autre chose que la TVA et la taille des pommes de terre pour aller vers quelque chose de plus global qui permet cette régulation-là. Et moi, ce que j'attends de 2022, c'est un président ou une présidente, je me fiche qu'il soit socialiste ou écologiste, je vous le dis très franchement, mais une majorité qui soit capable de faire en sorte que la France porte au moins déjà ce message au plan européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est la condition pour pouvoir continuer à avancer. Pour ça que il y avait Barack Obama disait l'autre jour il se disait à lui-même, au jeune garçon qu'il fut, tu sais que tout ce que tu vas faire ne sera pas suffisant, mais ça vaut quand même la peine de le faire. Alors oui, même si on a cette forme de pessimisme de la réalité, ça vaut la peine de continuer à se battre là-dessus et de le faire donc avec cette conviction. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais quand même relayer une des questions un peu provocatrices parmi les auditeurs. Les écologistes ont fait fermer Fessenheim pour aller acheter de l'électricité en Allemagne à la nouvelle centrale charbon de Datteln 4 de 1100 MW. Hérésie économique et écologique. Vous trouvez que c'est un progrès? Point d'interrogation. En l'occurrence, je rajoute, ce ne sont pas les seuls écologistes, puisque le gouvernement Hollande avait engagé la sortie de Fessenheim, ne l'a pas mené au bout, et c'est le gouvernement actuel qui l'a fait. Qui veut répondre à ça? Kathleen? Oui, moi je suis frappée par la confusion et le caractère idéologique de ces débats. Qui sont hyper embrouillés en fait. En réalité, c'est vrai que notre électricité est très largement décarbonée et si on en croit l'autorité de sûreté nucléaire, c'est vrai que Fessenheim aurait pu continuer à fonctionner pendant quelques années. Donc pour moi, même d'un point de vue écologique, c'est une bêtise en effet d'avoir, enfin je vous dis comme je le ressens, hein, d'avoir fermé Fessenheim. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, d'autant plus que cet objectif de 50%, il est totalement arbitraire. Enfin, bon. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le nucléaire, ça ne peut pas être une solution pour le long terme. Ça ne peut pas être une solution pour tous les pays, ça ne peut pas être une solution pour le long terme. Donc, il faut organiser son remplacement par des renouvelables. Ça me semble clair. Mais pourquoi se dépêcher de fermer Fessenheim? J'avoue que je suis assez d'accord avec la question, avec la remarque de l'auditeur. Jean-François, vous avez levé la main, puis ensuite Emeline. Oui, parce que je voudrais faire le message d'un socialiste qui croit à la norme et au prix. Aujourd'hui, moi, je plaide pas. Je pense qu'il faut sortir d'une approche idéologique du nucléaire. Il faut simplement lui donner son vrai prix. Et aujourd'hui, le vrai prix, ce qu'on a dit aux Français depuis 50 ans,
c'est grâce au nucléaire, on aura de l'énergie abondante et pas chère. La deuxième partie de la proposition est fausse. Si on réintègre l'intégralité, sur le long terme du moins, si on réintègre l'intégralité des vrais coûts qui sont aujourd'hui affectés, on a mangé la rente du nucléaire, elle est déjà faite. De la même manière que les premières générations après-guerre ont mangé la rente de la retraite, parce qu'ils ont eu de la retraite sans devoir cotiser, nous avons déjà mangé la rente du nucléaire. Ce qui est devant nous, c'est des coûts importants. Donc il y a une question de rationalité économique, à savoir si on met les 100 milliards dans le grand carénage et la poursuite, ou si on les met dans d'autres formes d'énergie. En revanche, je crois que chacun sait que dans les 20 ans qui viennent, nous resterons encore avec une part d'énergie nucléaire importante. L'important, en revanche, c'est que ça n'empêche pas le développement des énergies renouvelables, justement par cet effet sur le prix, qui finalement rend moins rentable en apparence les ENR, à qui on demande de justifier du coût complet, alors que la rente nucléaire aujourd'hui fait que l'électricité nucléaire n'est pas au coût complet. Et donc moi je pense que pour objectiver le débat, il faut faire cela. Et en tout cas c'est la vision, voilà, du socialiste ancien qui ne se posait pas de questions sur le nucléaire et qui maintenant se les pose dans ces termes. Le problème, c'est qu'on n'a plus que 3-4 minutes. Donc, si vous voulez intervenir les uns les autres très rapidement, Emeline, Kathleen, puis Alain, et puis je passerai enfin la parole à Cyril. Juste parce que du coup, il a parlé de l'analyse du cycle de vie à coût complet, Jean-François, donc super. J'ajoute une petite brique quand même qui est importante à poser et qui rejoint pour moi ce concept de société sans contact où tout va dans tous les sens. La question de faire porter la responsabilité de la fermeture de Fessenheim aux écologistes, pendant qu'on bouge ce cocotier-là anti-écolo primaire, on ne met pas dans la lumière toutes les bonnes expériences positives collectives dans nos territoires. Si on reste sur le sujet de l'énergie, par exemple sur la réhabilitation thermique, on pourrait dire c'est grâce aux écologistes que XY immeubles ont eu des travaux éco-rénov, parce que ça s'appelle comme ça ici à la métropole de Lyon. On n'en parle pas, on préfère, et enfin ça c'est vraiment le défaut de notre société avec les réseaux sociaux et notre approche de la communication politique. On y va à coup de lutte sur ce qu'on appelait jadis des marronniers. Merci Kathleen, puis Alain. Oui, non, juste un tout petit mot. Je suis d'accord sur l'approche en termes de coût complet. Il y a le problème des déchets, le stockage des déchets qui va coûter très très cher, le démantèlement, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Sauf qu'en effet, pour Fessenheim, il y a quasiment plus de coûts. Enfin, Fessenheim est amorti depuis très très longtemps, et les centrales les plus vieilles le sont. Je ne dis pas qu'il faut en construire des neuves, clairement. Et sur le coût complet, il faut aussi, évidemment, pour faire des bons calculs, il faut aussi prendre en compte le coût de l'intermittence. Ce qu'on ne fait pas quand on a les métriques actuelles pour les énergies renouvelables, on ne dit jamais que le solaire, c'est 30% qu'il y a une intermittence très importante, et ça, ce n'est pas pris en compte dans les métriques habituelles. Donc, il faut faire le coût complet sur tout. Alain, puis Cyril, pour... Oui, un mot pour dire que je vais parler du nucléaire, parce qu'on est sur un sujet beaucoup plus global que ça, et c'est absolument systématique qu'on ait le droit à des questions qui sont très périphériques au débat. Donc, je voudrais revenir en 3 phrases sur ce qui me semble vraiment extrêmement important. L'idée suivante, c'est qu'on a vécu 40 à 50 ans de domination d'une vision du monde très néolibérale, qui met l'individu, le consommateur au centre du jeu. Je suis complètement d'accord avec Kathleen pour dire que ce n'est pas les économistes qui le décident, parce que ce n'est pas les économistes qui ont eu le pouvoir pendant 40 ou 50 ans, c'est beaucoup plus complexe que ça. Néanmoins, aujourd'hui, je crois qu'il y a un gros mouvement intellectuel, social, pratique pour réhabiliter les notions de commun qui étaient incroyablement présentes dans notre histoire, notamment au Moyen-Âge. Et que c'est sur ces questions-là qu'il faut travailler maintenant. Donc les enjeux de coopération, les enjeux de comment faire société, comment jouer à un commun, me paraissent très déterminants dans la période actuelle. Et je voudrais juste rajouter un tout petit point, c'est que c'est vrai à tous les échelons. C'est vrai au niveau de l'interdépendance des États, donc au niveau international, et c'est plus important que jamais de jouer... en Europe, l'intergouvernementalité, les coopérations entre les différents États et les différentes régions du monde, d'augmenter les niveaux de coopération, c'est absolument stratégique en matière de pandémie, mais c'est même stratégique en matière de climat, c'est stratégique en matière d'alimentation, c'est stratégique en matière de régulation du numérique.
cet enjeu de coopération et de commun, on doit le voir au niveau national et au niveau régional et au niveau territorial. Je pense que c'est vraiment c'est le grand moment historique qui se joue en ce moment. Et c'est vrai qu'en ce moment, on le sent, mais je pense qu'il faut le matérialiser, le concrétiser, l'intellectualiser, le rationaliser, le faire voir, le faire sentir et le vivre. Merci Cyril pour clore le débat. Ok, pour clore le débat, il reste à remercier chacun et chacune d'entre vous, y compris les personnes qui nous écoutent attentivement et qui ont pu réagir. On n'a pas pu traiter toutes les questions. J'ai particulièrement apprécié l'échange avec Catherine et Alain, qui tentent à considérer que les économies s'intéressent beaucoup plus aujourd'hui qu'hier à l'écologie, c'est tant mieux. J'ai apprécié le propos de Kathleen qui précise que créer du prix, créer de la norme, c'est créer parfois ça ne rend pas forcément plus intelligent. Le fait que ce ne sont pas les économies qui créent la cupidité, mais peut-être que les acteurs politiques y contribuent. J'ai les propos d'Emeline sur la nation. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de construire une économie de coopération et des acteurs pertinents. François, autour d'une... On ne vous entend plus. Il y a un problème, manifestement, il y a un problème de son. Désolé, j'ai quelques soucis de micro de temps en temps, donc ma connexion Internet est instable, effectivement. Vous m'entendez? Allez-y, oui. Donc, j'ai précisé l'intérêt de la social écologie à l'échelle locale, mais aussi européenne. Jean-François insiste beaucoup sur ce cadre de cohérence qui est nécessaire à l'échelle continentale. Et puis, au bout du compte, je crois que l'intérêt de l'articulation entre l'économie et l'écologie, elle se place dans les politiques publiques qui doivent à la fois construire des choix collectifs. On a parlé par exemple de l'énergie, des choix communautaires autour des communs sur lesquels a insisté Alain, et des choix individuels qui permettent véritablement de s'inscrire dans des coopérations efficaces ensemble. Merci beaucoup pour ce débat en tout cas. J'espère que les auditeurs ont apprécié de leur côté ce travail sur les relations entre économie et écologie. Merci, j'espère que l'an prochain on pourra débattre en direct. Oui, c'est ce qu'on peut souhaiter effectivement. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'organisation. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.